JHipsterConf. Donc ça, c'est une conférence dédiée à JHipster qui est organisée par Hippon Technologies, donc à Paris le 27 juin. Donc si vous vous intéressez au sujet sur JHipster, très rapidement, donc vous pouvez venir me voir après la présentation pour que je vous en parle. Rapidement, donc il y aura 2 tracks, une en anglais, une en français, avec des très bons speakers, des pointures comme Josh Long, Matt Riable. Et sur la track française, pas encore annoncé, mais aussi de très beaux talks. Donc pour démarrer sur les microservices avec JHipster. Donc en me basant un peu sur ce que Christophe vous a montré sur le monolithe, on va voir en fait comment ça peut s'étendre, comment on peut utiliser JHipster pour faire une architecture microservice. Voilà, vous pouvez voir les différents logos du projet. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Pierre Besson, je suis consultant à Hippon Technologies, donc, sur des projets full stack et avec une petite affinité pour les sujets DevOps aussi. Donc, je suis membre de l'équipe de la core team de JHipster comme Christophe et Julien Dubois, toute une équipe en fait qui est à Hippon Technologies et qui travaille sur JHipster, où on a une équipe dédiée. On a aussi un jour par mois pour faire de la R&D sur le projet et aussi donc on aide tous les consultants Hippon qui s'intéressent à JHipster. Et donc moi sur JHipster, donc j'ai codé sur Spring, j'ai fait du Docker et du Kubernetes donc actuellement je suis responsable de la partie Kubernetes, même si c'est pas moi qui ai codé. Je suis mainteneur, même si c'est pas moi qui ai codé la plupart du code. Hippon Technologies, on est un cabinet d'expertise et de conseil, 380 collaborateurs en France, dans le monde, 6 villes en France, donc moi je viens de Paris, mais on est aussi présent à Bordeaux. Donc ça c'était les superbes bureaux de Bordeaux où j'ai pu passer la journée pour préparer cette conf avec des super collègues et une joie de vivre. Oui Stéphane. Ici, donc, c'est la cérémonie de remise des belts, parce que nous, à Hippon, on monte en compétences sur les sujets techniques et on mentor et on est mentoré pour progresser. Et donc, on a aussi cette remise de belts, parce que Hippon, donc, qui est une expression du judo, était fondé par un judoka. Et on participe aussi aux conférences Devoxx France, BDX.io, MixIT et sponsor de nombreux jugs, dont effectivement, dont le Bordeaux Jug. Alors, pourquoi faire des microservices? Moi, je ne suis pas là pour vous vendre les microservices plutôt qu'autre chose. Mais pourquoi, en fait, je voudrais juste revenir sur les raisons pourquoi on a voulu avoir le support des microservices dans JHipster. Donc, les microservices, c'est un sujet donc, qui a quelques années maintenant, qui a été creusé dans pas mal d'ouvrages théoriques comme celui-ci, de Sam Newman, qui est, on va dire, la référence, ou qui expose en fait l'intérêt de faire du microservice, qui définit aussi les concepts. Mais bon, moi ce que je retiens, au-delà des définitions techniques, c'est vraiment les microservices, ça peut servir pour passer à l'échelle. C'est-à-dire quand le logiciel devient tellement grand que le nombre d'équipes se multiplie, comment on gère un logiciel? Donc on part en fait de l'idée de faire une base de code partagée, un seul serveur. Là, on va partir sur un système distribué. Et donc, système distribué dit tout un tas de complexités qui vont apparaître et tout un tas de techniques qui vont pouvoir être mises en œuvre. Donc en fait, les microservices, c'est ça. Alors là, vous ne pouvez pas très bien voir. Je vais zoomer un peu pour faire un petit tour. Voilà. Donc ça, en fait, ça vient du site microservice.io et ça présente les patterns courants pour faire du microservice. Donc à gauche, là, vous avez le monolithe et à droite, le microservice avec tout un tas de flèches qui partent dans tous les sens. Et en fait, tout ça, si vous voulez faire du microservice et que ça se passe bien, en fait, toutes ces sections, toutes ces parties sont indispensables. Ça, c'est aussi c'est une expérience. Donc, par exemple, avoir une base de données par service, avoir donc un modèle de domaine par service, avoir la configuration externalisée, avoir des tests,
du service de contrat ou définition d'API, avoir des health checks, avoir du tracing distribué, avoir des métriques, traquer nos métriques et nos logs, décomposer correctement selon les microservices, définir une stratégie pour l'interface utilisateur, la sécurité, et aussi des choses plutôt du côté de la résilience, comme les circuit breakers, les circuit breakers, les retries, les fallbacks, ce genre de choses. Le service discovery, ou choisir soit un mode RPC ou messaging selon ce qu'on veut faire. Et enfin, API Gateway à gauche. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Ça peut être compliqué de démarrer sur une stack microservice. Et c'est pour ça que JHipster est là. Donc, JHipster en tant que plateforme microservice. Donc, qu'est-ce que c'était JHipster à la base? C'était générer une application full stack, comme Christophe vous a montré. L'application, nous, on la génère avec des technologies modernes. On fournit beaucoup d'outillages, donc le browser sync, les DevTools de Spring bien configurés, Docker pour démarrer une base de données. Et on est production ready, c'est-à-dire qu'on met en pratique l'ensemble des best practices sur chaque techno. Donc si c'est sur le front, eh ben, on a des gens très calés sur le front qui ont contribué des best practices, comment architecturer un front Angular, React. Sur le back, on a aussi des très bonnes personnes, dont Christophe. Comment architecturer une application Spring, comment bien la tester, faire des tests d'intégration. Donc nous, on voulait continuer ça, mais passer juste du monolithe au microservice. Donc on part de... Donc au lieu de générer une seule application, on va en générer plusieurs. On va générer aussi des front-end, donc des microservices. Donc ici, on parle de back-end, donc des microservices back-end. On veut que nos microservices marchent out of the box. Et ce, soit sur l'environnement de dev, mais aussi on veut avoir une configuration de prod de démarrage, on va dire. On veut tous les patterns microservices que je vous ai présentés, on les veut. On veut les mettre en place, on veut au moins pouvoir démarrer, pas être perdu. On veut aussi de la sécurité par défaut. Et on veut donc tout ce qui est la partie entité, que vous voyez avec le JDL. On va avoir une autre stratégie, c'est-à-dire qu'on va générer le back-end sur le microservice et le front-end sur un front-end à part. Donc il va falloir pouvoir réutiliser en fait le code de JHipster, mais simplement le générer sur différentes applications. Et enfin, là, on veut se lancer dans le DevOps, c'est-à-dire vraiment, à partir du moment où on est sur une stack microservice avec beaucoup de serveurs différents, on veut fournir des outils DevOps type Docker, le CI/CD, Kubernetes, pour aider en fait les développeurs à partir sur ce genre de pratique. Et enfin, on veut essayer de monitorer tout ça. Donc, sur le monolithe, une application, un package, un jar avec le back-end et le front-end. Très simple, très facile à déployer. Facile aussi à scaler, à passer à l'échelle, puisqu'on a tout un tas de technologies de cache, etc. Et sur les microservices, là, ça se complique. Donc, on a besoin d'un service registry. Qu'est-ce que c'est qu'un service registry? C'est tout simplement un service qui va garder en mémoire ou quelque part la liste de toutes les instances de vos microservices et ensuite qui va propager cette liste ou qui va la rendre disponible aux microservices afin que les microservices puissent communiquer entre eux et faire le load balancing. Donc bien sûr, on veut des microservices. Donc des back-ends simples, donc on les type API REST classique. On veut quelque chose qui nous permette de faire de l'API management, donc un proxy qui soit configurable, où on puisse appliquer des règles d'API management. Et on veut nos front-end. Et enfin, on veut aussi pouvoir faire de l'OAuth2, donc pour des besoins de sécurité plus poussés dans les entreprises. Et oui, c'est plus dur de faire marcher de l'OAuth2 sur la stack microservice que sur une stack monolithe. Alors, donc, qu'est-ce que JHipster fournit concrètement? JHipster fournit supporte deux options.
La principale, donc celle qu'on a commencé déjà il y a peut-être à peu près 3 ans, on a commencé à la développer et à la fournir. Du coup, elle a été maintenue et mise à jour, et donc elle est très stable. Et aussi une stack sur laquelle on se lance, qui est Istio. Et là, donc là, les deux approches totalement différentes. Je vais parler principalement de Spring Cloud aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler d'Istio pour voir pourquoi, en fait, pourquoi ça change. On fournit une application dédiée qu'on appelle le Jupyter Registry. Donc c'est une application qui va vous montrer un dashboard en fait de toutes vos applications Jupyter. Les écrans de management que vous aviez vus sur le monolithe, en fait, on va vous permettre d'y accéder de manière centralisée pour tous vos microservices, mais depuis ce fameux registry. La Jupyter Gateway, donc c'est une solution d'API management basée sur Zool. Zool qui est un projet de Netflix qui fournit donc un proxy où on peut mettre des règles, en fait ce qu'ils appellent des filtres. Les filtres Zool, ça ressemble à des filtres de servlet, sauf que vous pouvez vraiment les mettre devant, en frontal de tous vos, en edge, comme on dit, en frontal de tous vos microservices. Donc vous pouvez très bien mettre une règle de rate limiting sur cette gateway. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on fournit par défaut, une règle de rate limiting basée sur du token bucket pour garder le nombre d'appels. Et là, oui, j'ai pas dit, on agrège aussi les docs Swagger de tous vos microservices pour faire donc un point d'entrée. On fournit la conf de CI/CD pour Jenkins, Travis, GitLab. Ça ne change pas par rapport à ce qu'avait dit Christophe. Les déploiements, donc on s'adapte, on peut générer des déploiements Docker Compose, Kubernetes, OpenShift, d'autres aussi, j'ai sûrement oublié. Et la Jupyter Console, donc ce sont un ensemble de conteneurs Docker qu'on fournit pour vous monter simplement un ELK, Elasticsearch Logstash Kibana, Zipkin et Prometheus donc pour les métriques. Donc ELK pour les logs, Zipkin pour les traces distribuées et Prometheus pour les métriques. Donc la stack Spring Cloud. C'est une stack très mature qui est basée donc sur des projets de Netflix qui datent maintenant de quelques années, qui ont fait leurs preuves dans de nombreuses sociétés, et donc qui sont poussés donc par Spring, qui sont intégrés par Spring avec Spring Cloud, ils sont intégrés dans Spring Boot. Donc la stack Spring Cloud, soit avec Eureka, qui est le serveur de discovery de Netflix, ou Consul, qui est une alternative. Les deux marchent tout aussi bien et sont supportés. La configuration centralisée, donc c'est donc un serveur dans lequel on place toutes nos properties de configuration afin qu'on puisse partager celles-ci sur plusieurs services. L'API Gateway, je reviens sur Zool. Le load balancing, on choisit de le faire côté client, c'est-à-dire à l'intérieur de l'application elle-même. C'est-à-dire que l'application connaît, l'application A, quand elle appelle une application B, elle connaît en fait l'ensemble des instances de ce service et elle est capable donc de faire un load balancing entre les différentes instances. Et bien sûr, cette liste est mise à jour dynamiquement grâce au Discovery Eureka. Enfin, on a aussi des mécanismes de résilience. Donc ça, c'est basé sur Istrix, pour implémenter le circuit breaker. Je peux en parler plus. Donc, vous avez peut-être entendu parler que tous ces composants Netflix là, qui ont des noms un peu barbares, Zool, Istrix, Ribbon, ils seraient deprecated maintenant. Donc oui, c'est vrai, ils sont plus activement développés. Netflix, ils ont d'autres projets maintenant. Cependant, il y a quand même une grosse communauté qui utilise encore ces outils et sur des stacks microservices de taille moyenne ou à haute. C'est un choix encore très pertinent de par la maturité et la stabilité de la stack. Et aussi sa très bonne intégration avec Spring Boot. Et son intégration avec Jupyter. Le diagramme, il ressemble à ça. Ça, c'est le diagramme que vous pouvez retrouver sur le site de Jupyter. Donc avec la gateway. Donc nous, on a choisi d'embarquer le front-end sur cette gateway qui a un proxy, qui embarque le proxy Zool, qui ensuite route sur les microservices Jupyter. Les microservices au démarrage s'enregistrent sur le serveur Jupyter Registry, qui intègre le serveur Eureka.
et le serveur de config de Spring. Je vous ferai la démo juste après. Ou Consul. Donc Consul, il peut aussi très bien servir de serveur de discovery ou et de configuration. Typiquement, donc cette configuration, vous la stockez dans un Git. Les deux outils sont capables de sourcer leur configuration sur Git. Ensuite, donc, tous les microservices, au cours de leur vie, ils vont sortir beaucoup de logs et des métriques. Et ça, c'est typiquement la configuration que nous, on génère sur chaque microservice pour pouvoir exporter vers la console de monitoring. Et la partie que vous voyez en haut, c'est au niveau du O2, dans le cas où l'authentification ne serait pas gérée par la gestion de JHipster, avec le user qui est classique sur une base de données, mais qui serait géré par un serveur O2. Istio, donc tout ce qu'on peut faire avec la stack Spring Cloud, on peut le faire aussi avec la stack Istio, qui elle est un peu un work in progress dans JHipster, mais qui se base sur des technologies prometteuses. Donc Istio, pour faire rapide, c'est donc une technologie de type service mesh. Et en fait, l'idée, c'est de tous les patterns qui sont liés aux microservices, ne pas les implémenter dans les applications sous forme de librairie, mais les implémenter en fait dans l'infrastructure, dans la plateforme. Donc la plateforme, principalement, c'est Kubernetes. Donc en fait, lancer des services dans Kubernetes qui vont en fait gérer toute la partie load balancing, circuit breaker, configuration, tout ce genre de choses. Donc pour vous montrer en fait, je voulais montrer en fait ce schéma. Évidemment, c'est trop petit. En fait, quand je veux dire, donc pourquoi on dit que c'est délégué à l'infrastructure et pas dans l'application. En fait, c'est par exemple quand un service A veut appeler un service B. En fait, il y a un proxy sidecar. C'est Envoy Proxy, qui va en fait intercepter toutes les requêtes en entrée et en sortie de votre service, et qui lui ne parle qu'avec d'autres proxys. Et en fait, c'est ce proxy qui va faire le load balancing. Donc ça, évidemment, ça permet ça permet en fait que l'application, elle, n'ait aucune stratégie de load balancing, de résilience. Elle ne sait même pas en fait qu'elle tourne dans ce genre d'environnement. Mais nous, du côté de la plateforme, ça nous permet, par exemple, donc avec Pilot, c'est un service fourni par Istio, de contrôler contrôler en fait comment ça se passe, contrôler donc par exemple le load balancing et des politiques de trafic, donc typiquement des rate limiting, ce genre de choses. Tout est imaginable dans Istio, et donc contrôler en fait au niveau de l'infrastructure, qui donc est plus du tout à la charge du développeur. Et plus du tout accessible aux développeurs de l'application, mais qui du coup devient disponible, devient géré en fait par l'infrastructure. Donc la configuration centralisée ici, c'est pas Istio, c'est tout simplement le mécanisme de config map de Kubernetes. La gateway Istio, donc qui permet de faire de l'API management. Le load balancing est toujours de type client-side, mais il se fait via le sidecar, donc via en fait un petit conteneur qui est déployé à chaque fois que vous déployez un conteneur de l'application. Donc en fait, ils vivent en fait dans le même pod Kubernetes, et donc chaque nouvelle instance de votre application déploie une nouvelle instance du sidecar, et ce sidecar est capable donc de communiquer avec les autres applications. Ça, c'était très rapidement un peu comment marche Istio. Donc si vous voulez un article sur Istio et comment on approche dans JHipster, donc on a un article de blog qui a été écrit par quelqu'un d'Ypon, Fabien Haro, qui est pas mal, et qui montre un peu aussi pourquoi cette stack n'est pas totalement prod ready, on va dire. Du moins, nous, comment on l'a implémenté. Globalement, en fait, bon là c'est juste un tableau pour expliquer que Istio gère donc tous nos patterns microservices côté infrastructure, tandis que Spring Cloud, lui, le gère soit avec des applications que nous, on développe, ou avec des librairies. Les librairies Ribbon, Istrix, Zool, des choses comme ça. Alors, c'est parti, je vais commencer la démo. Alors, donc, je vais utiliser le JDL pour générer 3 microservices.
Donc 2 microservices et une gateway. Donc la stack, j'ai pas de schéma de la stack, mais donc vous voyez une gateway en frontale, c'est ce qui s'appelle le store. Donc ici donc on résume en fait les options de l'application. Ce que vous voyez ici, là, le application, config, etc., c'est exactement la même chose que de répondre aux questions en ligne de commande. C'est juste on le formalise avec notre DSL. Et on est capable donc de lier ce DSL d'application avec le DSL des entités. Typiquement, là, vous voyez une entité. Et donc, ici, on est en fait capable de générer un certain nombre d'entités sur à la fois le store, la gateway, et sur nos 2 microservices. Donc, on a un microservice qui s'appelle CRM, basé sur Postgres, et un microservice Accountancy, basé sur MongoDB. Et en fait, on va définir en fait toutes les entités. On va définir en one shot les applications qu'on veut générer, les entités qu'on veut générer sur quelle application. Et en fait, on va voir ici qu'on veut toutes les applications sur le front, toutes les entités sur le front. Et sur le back, en fait, on veut avoir invoice et shipment sur ce microservice accountancy et les autres sur le CRM. Alors ça, évidemment, ça modélise, c'est pas vraiment ce que vous allez faire vous quand vous allez développer votre application. Vous allez le faire probablement progressivement. Mais nous, ça nous permet de générer des configurations de tests très rapidement, et même ceux sur des microservices, des stacks assez complexes. Et nous, ça nous permet de vérifier que JIpster marche bien. Oui, c'est un JDL. C'est un JDL. Ouais, quand je vais faire un JIpster import JDL. Et on a aussi des outils d'IDE pour l'éditer. Hmm. Tiens. Hmm. 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 Voilà. Hmm. Hmm. Mais bon. Donc j'ai ouvert mon JDL dans VS Code et ici j'ai le plugin JIpster JDL. Voilà, il est très bien. Il me permet d'avoir un peu d'autocomplétion, des choses comme ça. Des choses comme ça, par exemple. Il comprend ce que je fais, donc si je mets des virgules, il n'est pas content, par exemple ici, parce que c'est la fin. Et aussi, il m'a généré une image avec GraphViz. Alors là, c'est une image de mon UML, en fait, de mes classes. Alors là, on voit pas très bien, je vais vous l'ouvrir ici. Voilà. Avec mes classes, donc mes entités. Donc, alors à droite, vous avez l'entité invoice. Donc cette entité-là, on l'a fait vivre sur le microservice qui est sur MongoDB, et l'autre c'est sur le microservice qui est sur Postgres. Voilà. Donc en ayant fait ça, je vais être capable. Alors je vais ouvrir mon terminal. Alors c'est pas celui-là. Import JDL microservice démo. Donc là, en fait, JIpster a commencé à splitter en 3 process qui vont générer chacun indépendamment l'application. Et à la fin, donc si tout va bien, je vais retomber sur mes pattes. Je vérifie quand même que le réseau marche. C'est bon. Et donc là, vous voyez, alors je vais vous montrer dans VS Code, j'ai généré trois applications. Alors ça, je ne vais pas utiliser celle-ci pour la démo en raison des temps de build, des choses comme ça. Et aussi, j'ai changé quelques tout petits trucs en préparation de cette démo. Mais en gros, ce que j'utilise ici, c'est à peu près l'application qui est générée par JIpster. Donc, une fois qu'on a généré nos applications, on va les lancer en mode dev tout d'abord, pour voir faire un peu un feeling de qu'est-ce que ça fait une application une stack microservice JIpster. Alors non, je vais aller dans le store. Donc store, c'est ma gateway.
Ça va être mon point d'entrée. C'est pas forcément le premier microservice que je vais démarrer, mais je vais utiliser ici donc un fichier Docker Compose. Je le démarre. Ici, donc ici, on a un fichier Docker Compose pour mon JIpter Registry. Donc c'est le fameux dashboard en fait de mes applications. Donc sur l'option Eureka, et donc ça inclut le serveur Eureka. C'est en fait donc quand je vais lancer un microservice, le microservice va se connecter sur Eureka, s'enregistrer, et ensuite Eureka va lui répondre la liste des applications sur le cluster. Donc je lance mon registry comme ça. Voilà, donc là j'ai mon serveur registré qui tourne. Je vais lancer donc un microservice. Alors ce que je vais lancer, c'est le microservice qui est basé sur MongoDB. Le seul truc, c'est que j'ai besoin de lancer un Mongo. Donc pas de souci, je veux un Mongo, et j'ai déjà la configuration Docker Compose pour démarrer un Mongo de dev. Donc je vous le montre. Voilà. C'était pas très compliqué, mais c'est toujours bien de l'avoir sur le bon port avec la configuration de JIpter qui se connecte dessus. On va passer sur le dashboard de Spring. Voilà. Donc, je démarre mon application. Et donc, quand mon application va se démarrer, donc je vais la voir en fait apparaître dans mon registry. Donc comme on va terminer vers 21h, j'aurai pas le temps de faire toutes les démos que j'ai prévues. Je ferai simplement la démo de l'environnement de dev, si ça va bien. Et ensuite, pour ceux qui veulent regarder un peu plus loin, donc j'ai un repo en ligne avec le code généré et avec les configurations pour Docker Compose et Cube, si ça vous intéresse de déployer. J'ai aussi déjà pushé les images Docker, donc si la partie qui vous intéresse c'est simplement le déploiement, c'est aussi possible. Donc sur ce, donc le service se démarre. Alors là, on peut regarder les logs, c'est intéressant. Donc il démarre et à un moment on voit Discovery Client. Ça c'est toute la phase en fait où il s'enregistre dans le serveur Eureka. Voilà, on voit le microservice qui est apparu ici. Donc moi, à partir de là, je peux accéder au dashboard, différents dashboards. Par exemple, ici c'est la mémoire, le dashboard des métriques. Donc ici par exemple, c'est les métriques du registry, mais je peux switcher sur n'importe quelle instance. Donc là par exemple, je suis sur mon microservice. Voilà. Donc on voit qu'il ne se passe pas encore grand chose. Mais je suis déjà capable en fait de développer. Donc là, par exemple, j'affiche la doc Swagger. Ah, il veut pas me la montrer. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le service est bien démarré? Bon, ce que je vais faire déjà, c'est je vais appeler ici pour vous montrer ici donc là que mon monitoring il marche bien. Donc j'ai fait des get sur slash. Voilà, j'en ai fait 9 apparemment. Et donc j'ai eu des informations par exemple sur les requêtes 200, les requêtes 400. Donc je vais tout de suite démarrer le reste de la stack. Est-ce que mon profil dev est activé? Ah non, c'est le profil prod. Ah c'est mauvais ça. Ça c'est mauvais. Je vais tout couper. Je vais tout couper. Je vais tout couper et en fait je pense que effectivement c'était en mode prod quand j'ai fait le build de prod et du coup le target il est encore sur la prod. Donc je vais tout redémarrer. Hop. Donc je vais démarrer l'acquaintancy, CRM et la gateway et après je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble depuis le frontal.
Voilà, j'ai simplement fait Maven dans tous les projets pour lancer le mode de dev. Alors pardon, il faut faire Maven clean et après Maven. C'est assez important. Et lui aussi. Peu importe vraiment l'ordre dans lequel vous lancez, puisqu'en fait, comme ils sont intelligents, ils utilisent le registry, ils sont capables de se retrouver, ils sont capables de résister à la panne, donc à trouver les instances supplémentaires ou pas selon l'environnement. Donc ce qui est pas mal avec cette stack Spring Cloud, et qu'il faut noter, c'est que la stack que vous lancez en dev, c'est exactement la même qu'il y a sur la prod. Donc avec le serveur registry qui gère votre cluster, il est capable de le gérer très bien sur votre poste et il le gère aussi de la même façon que sur la prod. Sur Kubernetes, ça serait assez différent puisqu'en fait Kubernetes, il a besoin de tout un tas d'ensemble de services et c'est pas possible d'exécuter tous ces services sur son poste. Voilà. Alors, je reviens donc sur l'API. Ah, voilà. Donc là, j'ai l'API donc disponible sur mon registry. Et donc, je peux déjà utiliser en fait ce mode pour développer mes services. Donc là, par exemple, je vais faire un post pour créer un invoice. J'enlève juste l'idée. Et voilà, on voit que ça a fonctionné. Et enfin, donc la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la gateway, à quoi ça ressemble. Mais pour ça, je vais avoir besoin que lui termine de se lancer. Donc la gateway, c'est elle en fait que vous allez exposer à l'extérieur. Et en fait, donc ce qui marche, le comportement donc qu'on attend, c'est en fait que les requêtes entrent par ce serveur, et en fait qui en fait il va router. Donc ce qu'on fait, c'est que par défaut, on a un système de route automatique où on route en fait par le nom du microservice. Donc ça, c'est pas forcément voilà. Et là, invoice. Voilà. Alors. Non, il veut pas zoomer. Alors, il ne veut pas zoomer, mais en gros, alors oui, c'est bon, ça va tourner. Donc là, en fait, vous avez exactement la même application que ce que Christophe vous a montré, sauf qu'ici, on est en mode distribué. On a donc ça, on peut le voir par exemple sur cet écran qu'on a rajouté. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'application en fait tourne. Le back est splitté entre deux microservices, Accountancy et CRM, et le front, donc là, on l'a généré sur une seule gateway. Mais on pourrait avoir plusieurs gateways en fait, une pour chacune des applications frontales. Et en fait, ici, vous avez les mêmes écrans d'entité, donc par exemple product. Et là, quand je vais créer un product, il va le créer, et en fait ça il l'a créé sur le microservice de CRM. Comme on pourrait très bien le voir si par exemple j'allais ici sur mon CRM et que je faisais un get product. Voilà. Donc c'est tout pour moi. J'ai pas pu vous montrer la partie déploiement, mais ce sera, j'espère, pour une prochaine fois. Donc, j'espère vous voir nombreux à la conférence Jupyter qu'on organise. Je pense que ça va être un événement assez intéressant, si vous pouvez faire le déplacement. Les slides, elles sont disponibles sur pierrebesson.fr/presse-jupyter-bordeaux-jug 2019. Et vous retrouvez aussi le code à cette adresse. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et merci beaucoup de votre attention.